Alors, bonjour à toutes et tous. Grand merci en fait de vous être connectés ce matin sur ce webinaire qui est organisé par France Assos Santé, sa délégation du Grand Est, sur les discriminations en fait en santé. Quelques règles avant de commencer pour ce webinaire. Vous ne verrez que les intervenants en fait, qui se succéderont en fait, à l'écran ce matin. Vous avez toutefois la possibilité de leur poser des questions. Vous avez un petit onglet au bas en fait, de votre écran qui vous permet à un moment donné en fait, de communiquer avec eux à l'écrit, ou eux ou moi en fait, répondront en fait, aux questions, ou je leur donnerai en fait, la parole en fait, sur les sujets qui vous occupent. Et petite particularité, ce webinaire fera l'objet d'un enregistrement qui sera disponible en replay dès la fin de notre rencontre. Nous accueillons donc ce matin 4 intervenants. Je vais leur donner en fait, la parole en fait, pour qu'ils puissent se présenter. On va peut-être commencer par Christian, Christian Saout. Bonjour à tous. Comme vient de le dire Jean-Michel, je m'appelle Christian Saout. Je suis un militant associatif et un magistrat administratif. J'ai présidé notamment l'association Aide pendant 9 ans et le collectif interassociatif avant qu'il se transforme en France Assos Santé. Et je suis aujourd'hui membre du collège de la Haute Autorité de Santé où je m'occupe principalement du social et du médico-social puisque je préside la commission qui s'en occupe et je préside également un organe qu'on a mis en place à la HAS qui est le comité pour l'engagement des usagers. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Christian en fait, et bienvenue. Anne-Sophie. Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel. Je suis Anne-Sophie Joly, je suis présidente fondatrice du collectif national des associations d'obèses, donc agréées au ministère de la Santé. On a travaillé, on travaille depuis 22 ans sur la problématique de la reconnaissance de l'obésité comme étant une pathologie et puis aussi à tout ce qui est correspond à son encadrement médical et également sociétal. On fait partie de plusieurs commissions au ministère de la Santé, à l'interministériel et au Parlement européen. Et effectivement, on a l'occasion de travailler avec la Haute Autorité de Santé sur 19 au bas mot recommandations de bonnes pratiques à la HAS. Merci Anne-Sophie et bienvenue également. Je crois que c'est à Émilie en fait, de pouvoir se présenter. Bonjour, eh bien moi je suis Émilie Young, je suis directrice de l'association Migration Santé Alsace. Alors cette association, c'est une association qui existe depuis 1975 et notre objet c'est la promotion de la santé des personnes migrantes et de leurs familles, tout ce qui a trait à l'accès aux soins, à l'accès aux droits, à la prévention et à la non-discrimination dans les soins. On a plusieurs axes de travail. Alors celui qui est historique au niveau de l'association, c'est qu'on propose un service d'interprétariat professionnel. Donc on a une équipe de 90 interprètes qui interviennent dans plus de 35 langues et ça représente à peu près 30 000 heures d'intervention par an. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on travaille sur faire reconnaître ce métier d'interprétariat professionnel au sein notamment d'un réseau qui s'appelle le réseau de l'interprétariat médical et social, et donc il y a un réseau national qui regroupe les 9 associations françaises d'interprétariat. À côté de ça, eh bien, c'est vrai qu'on travaille aussi tout un axe autour de la question de la prévention et de la lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé. C'est un travail qu'on a commencé il y a maintenant une dizaine d'années et qu'on va travailler à la fois au niveau local, régional, mais aussi national avec la création d'outils, de journées de sensibilisation et de formation des professionnels de santé, des professionnels du social et des bénévoles associatifs. Merci Émilie, bienvenue également. Et enfin, en fait, je crois qu'on accueille en fait, Brigitte et Marie. Bonjour, Marie Ditton et Brigitte Casucci. Moi, je suis présidente de l'association AD2S, Accès aux droits, santé, solidarité, une association régionale qui se veut, alors je vais faire court, la boîte à outils du travailleur social, de l'accompagnant dans tout ce qui est accès aux droits, lutte contre le non-recours aux droits,
Je suis à ce titre animatrice régionale de la stratégie pauvreté Grand Est sur justement le groupe Accès aux droits qui vient de fusionner avec l'accès aux soins, à la santé, entre autres. Donc nous portons pour justement cet accès à la santé un dispositif qui est une mutuelle négociée pour les personnes qui sont au-dessus des seuils de la C2S participative. Entre autres, nous avons un autre outil, c'est la banque de ressources. C'est un site internet qui regroupe toutes les démarches d'accès aux soins, d'accès aux droits. Tout ça donc avec tous les prestataires de droits hein, qui sont la CAF, la Sécu, le Pôle emploi, voilà. Et donc tout ça au service des travailleurs sociaux et des bénévoles de l'accompagnement. Merci, merci Brigitte, bienvenue à toutes les deux. Donc, et merci à tous pour votre présentation. Au cours des 2 heures qui vont suivre, on va aborder en fait, cette notion de la discrimination. De quoi s'agit-il en fait, en essayant d'en donner en fait, le contour et la définition. On va aussi essayer de mesurer l'évolution en fait, de cette notion, en particulier depuis la loi du 4 mars en fait, 2002. Enfin, en fait, les intervenants qui sont autour de cette table ronde en fait, vont nous présenter les actions qui ont été mises en place par leur structure en matière de lutte contre la discrimination et évoquer en fait, les voies en fait, de recours contre les discriminations qui ont été mises en œuvre dans les actions en fait, qu'ils ont conduites. En tout premier lieu, on peut aborder en fait, la question de la définition et de la caractérisation de la discrimination. Est-ce que Émilie peut peut-être en fait, nous faire en fait, une approche de cette notion? Je vais essayer en tout cas, mais après n'hésitez pas les autres intervenants à compléter si nécessaire. D'abord, je voulais dire en introduction que voilà, nous ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille sur cette problématique et que de parler de discrimination dans le domaine de la santé, c'est pas quelque chose de facile. En général, ça provoque des résistances, des réactions de déni. C'est vrai que là, on va parler de quelque chose finalement qui peut sembler d'autant plus intolérable dans le domaine de la santé que dans d'autres domaines, puisque on va trier, sélectionner, différencier finalement les patients sur des caractéristiques qui n'ont pas trait à leur état de santé. Donc voilà, c'est un sujet qui est problématique et qui est souvent sensible. Donc voilà, je remercie France Asso Santé d'organiser un séminaire sur cette question-là. Et je pense que ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que derrière, oui, on va parler de situations problématiques, mais parce que, eh bien, on a bien en tête que l'idée, finalement, c'est d'arriver à une égalité d'accès dans les soins et du coup de rendre ce droit à la santé effectif pour tous et pour toutes. Et du coup, je pense que c'est intéressant de garder cet enjeu en tête tout du long. Alors, avant de commencer déjà de ce que signifie la question de discrimination en santé, je vous propose qu'on commence par qu'est-ce qu'une discrimination. Étymologiquement, discriminer, ça veut dire différencier, distinguer, séparer. Donc, il n'y a pas d'idée que ce soit négatif ou positif. Après, on a des définitions qui vont être différentes selon la discipline à laquelle on s'intéresse. On n'aura pas forcément exactement la même définition si on prend la psychologie sociale. On va plutôt voir finalement comment nos représentations vont avoir un effet et un impact sur nos pratiques, selon qu'on s'intéresse à la sociologie, où du coup on va regarder plutôt les relations entre les groupes sociaux et finalement les rapports entre les uns et les autres. Nous, à l'association, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on part vraiment de la définition juridique, puisqu'on a la chance d'avoir un concept qui est encadré par le droit. Et l'intérêt de partir de la définition juridique, c'est bien que derrière, on peut l'idée est bien de mettre les pratiques en conformité avec le droit. Après là, tout l'enjeu, ça va être du coup de rendre accessible le droit pour des non-juristes. Et c'est pas forcément une mince affaire. Le magistrat qui est avec nous pourra peut-être en dire quelque chose plus tard. Donc nous, ce qu'on a fait comme proposition à l'association par rapport à ça, c'est de se dire que finalement, on va prendre 4 ingrédients. Et si on dit qu'on a ces 4 ingrédients qui sont réunis sur une situation, c'est le moment d'allumer tous les warnings et de se dire attention, on est probablement face à une situation de discrimination. Après, si on veut s'en assurer et le confronter, bien sûr, ça va demander de faire des recherches supplémentaires, d'aller voir des juristes ou autres, mais ça donne une première grille d'analyse. Donc, le premier ingrédient, c'est l'idée qu'on est face à un acte
un tri, une sélection, une différence de traitement. Donc ça, c'est important puisque déjà, ça veut dire qu'on est sur une pratique. C'est pas simplement une intention. On est vraiment sur une pratique. Et ce qui est intéressant également, c'est que finalement, c'est l'idée de sélectionner, de différencier, c'est ce que vont faire les soignants au quotidien. C'est ce qu'on va appeler d'ailleurs l'adaptation de la prise en charge. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est que finalement, sur cette question de discrimination, on va devoir s'interroger sur ces pratiques au quotidien et finalement, lesquelles seraient problématiques et lesquelles ne le sont pas. Et là où je pense que c'est intéressant, c'est aussi parce que on peut avoir des professionnels qui font des discriminations de façon non consciente parce qu'il y a des choses qui sont ancrées dans leur pratique, dans leur routine, etc. Donc, avec ce concept de discrimination, on va aussi pouvoir réinterroger les pratiques et les routines. En tout cas, premier point, on a un acte, une différence de traitement, une sélection. Le deuxième point, et c'est là qu'on va pouvoir différencier finalement qu'est-ce qui est discriminatoire d'une sélection qui n'est pas discriminatoire, c'est que on va s'interroger sur quel est le critère utilisé et est-ce qu'on est face à un critère prohibé ou pas. Alors, on a différentes sources de droit et du coup, on va avoir des différences selon la source de droit qu'on prend. Mais disons que si on prend le code pénal, eh bien, le code pénal va répertorier 25 critères de discrimination. Donc, c'est énorme. Je ne vais pas vous en faire la liste détaillée là ce matin. On pourra y revenir s'il y a des questions. Mais on peut voir déjà qu'on a plusieurs grands groupes. On a un groupe autour de la question de l'origine. Donc, c'est ce qui va être l'origine, la nationalité, l'apparence physique, etc., etc. Donc ça, c'est un premier, la prétendue race aussi. Donc voilà, ça c'est un premier groupe. Un deuxième groupe, ça va être autour des questions de genre, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. On va avoir également un groupe qu'on va appeler plus convictionnel, autour des opinions politiques, religieuses. La question de la précarité va être aussi un critère de discrimination, donc qui va être énoncé comme vulnérabilité économique dans le code pénal, mais qu'on va retrouver ensuite dans le code de la santé publique, autour notamment de l'interdiction de discrimination pour les bénéficiaires de la C2S, la complémentaire santé solidaire, donc l'ancienne CMU, et pour les bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État. On a également des critères autour de la question de l'âge. On a bien évidemment le critère de l'état de santé, du handicap. Voilà, donc vous voyez qu'on a tout un certain nombre de critères qui peut être vu à la fois comme une liste un peu à la Prévert, puisqu'on a des choses très différentes qui vont se regrouper dans le même texte, mais qui est aussi finalement le fruit des luttes sociales pour permettre de faire rentrer finalement tout un certain nombre de situations qui sont apparemment différentes, mais qui vont reposer sur cette même idée, c'est que finalement on va sélectionner des personnes sur un critère qui n'a pas lieu d'être dans la situation. Donc ça, c'est pour le deuxième point, c'est finalement, on a une différence de traitement. 2, sur quels critères ça se base? Est-ce que c'est un critère prohibé? Est-ce que c'est pas un critère prohibé? Le troisième point qui est aussi essentiel, c'est finalement quelles sont les conséquences pour la personne. Et dans une discrimination, eh bien, il y a bien l'idée que les conséquences vont être négatives. Donc, il y a un préjudice pour la personne qui peut être un préjudice moral, un préjudice matériel, etc. Quand on est dans le domaine de la santé, eh bien très clairement, c'est la question du risque d'altération de l'état de santé, du risque vital engagé, etc., etc. Donc ça aussi, c'est s'interroger finalement quand on prend une situation à regarder les conséquences. Cette idée des conséquences, elle est aussi importante puisque ça nous permet de différencier avec ce qu'on appelle la discrimination positive, qui est assez mal nommée, et qui est en fait un certain nombre de politiques publiques qui viennent essayer de corriger des discriminations. Donc voilà, ça j'aimerais mieux se dire que c'est complètement à part, et pour moi-même, il vaudrait mieux pas utiliser le terme de discrimination pour ce type de politique. Et enfin, on a un quatrième critère qui est aussi important, c'est l'idée de dans quel domaine on se place. C'est-à-dire que la loi va encadrer un certain nombre de domaines, mais pas tous les domaines. Très rapidement, en fait, ça permet de différencier le privé du public. Et disons que la loi, eh bien, elle va dire que les discriminations, elles sont interdites dans tout ce qui est l'emploi, la formation professionnelle, dans ce qui est le logement, les loisirs, etc. Et aussi tous les services publics et tout l'accès aux biens et aux services. Et là-dedans, on va retrouver la santé. Donc la santé, c'est clairement un domaine encadré par le droit et dans lequel les discriminations sont interdites. Donc ça, c'est le code pénal, mais on va retrouver cette interdiction des discriminations également dans le code de la santé publique. Voilà, donc ça, c'était pour une présentation
un peu rapide, mais de cette grille que je trouve très efficace au quotidien pour pouvoir analyser les situations. Si maintenant on essaye de centrer plus sur le domaine de la santé, eh bien, voilà, comme je vous l'ai dit, on a bien le Code de la santé publique qui va préciser qu'aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Et le Code de la santé publique va reprendre tous les critères que je vous ai énoncés qui sont dans le Code pénal, en en ajoutant 2, donc le fait d'être bénéficiaire de la C2S ou de l'AME. Ce qui est intéressant de voir aussi dans le Code de la santé publique, c'est que depuis 2020, il y a une définition plus précise de ce qu'est le refus de soins discriminatoire. Et ça, c'est aussi intéressant parce que quand on a des éléments de définition, ça va nous permettre de caractériser aussi un certain nombre de situations. Et donc, le Code de la santé dit que c'est toute pratique qui tend à empêcher ou dissuader une personne d'accéder à des mesures de prévention ou de soins. Donc là aussi, c'est important, c'est intéressant parce que ce qui va être détaillé, c'est qu'on va avoir les refus de rendez-vous classiques. C'est sans doute ce qu'on connaît mieux dans la question des discriminations dans le domaine de la santé. C'est voilà, un professionnel qui va refuser de donner rendez-vous à une personne parce qu'elle est bénéficiaire de la C2S, mais va donner rendez-vous à d'autres personnes. On a un certain nombre d'études dans ce sens qui s'appellent donc des testings et qui vont permettre de montrer effectivement un différentiel d'accès au rendez-vous. Donc ça, c'est, si vous voulez, la forme la plus flagrante et la plus qu'on connaît le mieux. Mais en même temps, c'est important de voir qu'il y a tout un certain nombre d'autres formes qui sont plus diffuses et moins visibles et qui vont être aussi encadrées par le droit. Notamment, c'est le fait de donner, par exemple, des rendez-vous dans un délai très éloigné alors qu'on a de la place plus proche. Ça va être aussi le fait de faire des dépassements d'honoraires, alors que, par exemple, si c'est une personne qui est bénéficiaire de la C2S, il ne devrait pas y avoir de dépassement d'honoraires ou de ne pas respecter le tiers payant quand le tiers payant devrait être respecté, etc. Tout ça va rentrer dans la définition du refus de soins discriminatoire et c'est ce qui en fait particulièrement intéressante. Un dernier point que je voudrais souligner avant de laisser aussi la parole aux autres, c'est de se dire que finalement, en tout cas nous, c'est ce qu'on voit aussi à Migration Santé, c'est que ne pas rester que sur la question du rendez-vous et que cette question des discriminations, elle se pose tout au long du parcours de soins. Donc c'est effectivement, est-ce qu'on a accès à un rendez-vous? Mais c'est ensuite, est-ce qu'on a accès à des soins? Est-ce qu'on a accès, est-ce qu'il y a un retard aux soins? Et quelle est la qualité des soins? Est-ce qu'on a un abaissement de la prise en charge, de la qualité de la prise en charge et ce genre de choses? Et là, on est sur des éléments plus qualitatifs, plus diffus, peut-être plus difficiles à caractériser, mais qui sont aussi importants à prendre en compte quand on parle de discrimination dans le domaine de la santé. Voilà. Merci Émilie pour cette définition en fait extrêmement complète. Est-ce que parmi les autres intervenants de la table ronde, en fait, vous souhaitez apporter des compléments à cette approche? Non, c'est des magistrats. Donc, merci. Donc, dans la notion de discrimination, en fait, quelles sont les situations qu'on rencontre le plus souvent dans le cadre de la santé? Je pose la question en fait, au tout venant, en fait, peut-être Anne-Sophie, en fait, si vous voulez commencer par répondre. Alors, merci Émilie pour cette présentation. Effectivement, je reprends les propos de Christian Magistral. Je pense que ça plante bien un peu le décor. Alors nous, effectivement, sur l'obésité, alors moi, je rejoins pas mal de points qui ont été faits et qui ont été dits, puisque l'obésité touche malheureusement en priorité, mais pas que, mais en priorité les gens qui ont besoin d'aide et effectivement donc les premières couches sociales, des gens qui ont un âge plus ou moins avancé, mais effectivement on a aussi beaucoup de jeunes et on a la problématique d'une pathologie qui est, j'ai envie de vous dire, un peu les fesses entre deux chaises, pour rester un petit peu poli, c'est-à-dire que l'État a fait beaucoup de choses et fait encore beaucoup de choses sur l'obésité. On a des recommandations de bonnes pratiques, etc. Ceci étant, l'obésité n'est pas formée en cursus initial sur les professionnels de santé et sur les paramédicaux. Donc au final, on se retrouve avec des soignants qui ne savent pas trop quoi faire de nous et qui nous disent finalement arrêtez de manger, le problème il est réglé. Donc on a des patients qui se retirent, j'ai envie de dire, par peur
et puis surtout par un petit peu insulte de ce qu'ils entendent du système de santé. Et on a des déshérences totales de patients dans ce système de santé qui finalement ne croisent plus du tout un professionnel de santé ou alors uniquement quand il n'y a plus le choix et que ça se termine aux urgences. Et là, moi, effectivement, pour moi, c'est un énorme problème parce que finalement, on est en déshérence, on est en retard de diagnostic, on est en problématique de prise en charge de soins. Et là-dessus, bon, on a réussi à avoir un plan obésité, on a réussi à avoir des recommandations de bonnes pratiques, mais j'ai envie de vous dire, il manque un cap qui est quand même juste un petit peu très important, qui est celui finalement de la reconnaissance sociétale de l'obésité comme étant une pathologie. Donc, nous, très clairement, c'est une pathologie qui se voit. Voilà, on nous voit, on se dit d'entrée de jeu, il y a une obésité. Et puis, je vous passe tous les petits mots sympathiques qui vont avec ce mot obésité. Et puis, alors, malheureusement, si vous cumulez autre chose avec votre obésité comme critère de discrimination, c'est un véritable problème. Alors, dans les sujets politiques, mais je ne m'arrêterai pas à ça, effectivement, le ministère qui est en charge de la discrimination que j'ai eu au téléphone me disait, il y a de ça quelques semaines, me disait, en fait, on a travaillé sur plein de discriminations, mais pas celle de l'obésité. On est passé un petit peu à côté et à l'as là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et au-delà de ça, je pense que le chemin doit venir à la fois de l'État, à la fois des soignants, mais aussi à la fois de la population, sur la bienveillance et sur l'acceptation des différences. Merci Anne-Sophie. Marie, Brigitte, vous voulez peut-être apporter un complément de témoignage en fait au précédent? Alors, juste, je rejoignais, puis je remercie donc Émilie Young et puis Anne-Sophie de leur intervention. Moi, je voulais juste dire que nous œuvrons plutôt dans l'accès à la santé, dans l'accès aux droits, et on a donc négocié une complémentaire santé qui permet aux gens, alors avec une entrée vraiment très bas prix, qui permet aux gens qui sont juste au-dessus des seuils, donc c'est C2S participatif, de pouvoir bénéficier d'une mutuelle et du coup de pouvoir bénéficier du 100% santé qui a été mis en place. Beaucoup, alors ça on le voit beaucoup chez les retraités, les anciens qui ont vu les pubs à la télé et se disent que j'ai pas besoin de mutuelle puisque maintenant je peux avoir les lunettes, les soins auditifs et puis les soins dentaires gratuits, alors que bon, il y a une mauvaise information. Et puis les jeunes qui, pareil, pensent la même chose ou qui utilisent donc justement ce 100% santé et qui se voient reçus en s'entendant dire, bien écoute, si tu prends ce 100% santé, les lunettes, elles vont être vraiment pas terribles, tu n'auras pas beaucoup de choix, t'as pas, au niveau soins dentaires, c'est pareil, c'est vraiment du bas de gamme. Et donc, qui se sentent bien écartés de ce dont ils pourraient prétendre. Alors, je voulais juste un petit… moi, je fais des permanences d'accès aux droits, alors toujours aux droits, à ATD Carmonde, donc à Nancy. On ouvre la maison Carmonde donc 2 fois par mois et on reçoit les personnes qui viennent, qui n'ont pas pris le circuit du droit commun, des AS, tout ça, parce que ont peur… pour des dames peut-être d'aller voir une AS, de se faire retirer les gosses, ou ça reste toujours dans les têtes des gens. Et là, j'ai reçu, alors j'ai été très surprise, beaucoup de personnes, de mamans qui arrivent avec des enfants pour lesquels les soins d'orthodontie sont refusés, ou alors, comme disait Émilie, avec des dates de rendez-vous très éloignées, et ne peuvent pas bénéficier de soins d'orthodontie pour leur enfant. Ça, je trouvais que c'était très, très souvent que ça arrivait.
Merci Brigitte. Vos témoignages sont complétés par certains apports en fait, des personnes qui nous suivent. Jean-Louis fait état à un moment donné dans le chat de discrimination liée à l'accueil des souffrants psychiques en urgence somatique, qui est un sujet en fait, récurrent et régulièrement dénoncé par les associations en fait, de personnes souffrant psychiques. Il est également, en fait, mais comme vous venez de le dire Brigitte, fait état en fait, des discriminations liées notamment en fait, à la qualité de la couverture sociale, à C2S ou de l'ex-CMUC. Christian, en fait, on est en fait plus tout à fait en mars, mais un tout petit peu après, en fait, 2022, 20 ans après l'adoption de la loi en fait, sur le droit des malades, la loi du 4 mars 2002. Tu peux peut-être nous préciser, avant d'aborder en fait, le contenu et l'apport de cette loi en matière de lutte contre les discriminations, nous préciser le contexte de l'arrivée de cette loi, les conditions en fait, dans lesquelles elle a été adoptée. C'est une loi qui a surtout été adoptée dans des conditions qui étaient les conditions de sécurité des soins à l'hôpital, puisque certains d'entre vous se souviennent, il y avait toute une série de maladies nosocomiales qui se déployaient dans les hôpitaux et que des procès étaient organisés. Et puis le deuxième point, c'est probablement la dignité des malades touchés par le VIH/SIDA qui a provoqué des ajustements importants en termes de droits des malades. Donc ça, c'est les deux faits générateurs de la loi du 4 mars 2002. Et en fait, la question des discriminations en santé est rentrée par une autre loi qu'on appelle la loi Guessot en 1992. Et c'est là qu'on a retouché le code pénal, le fameux article 225-1 dont a parlé Émilie tout à l'heure, pour faire rentrer le critère prohibé de distinction qu'est l'état de santé de la personne. Et par état de santé de la personne, on se rend compte que ça va extrêmement loin, parce que quand on regarde les discriminations dont est saisi le défenseur des droits aujourd'hui, une part très très importante de ces discriminations en santé sont liées par exemple à l'état de grossesse, qui n'est pas d'ailleurs une maladie, et qui entraîne évidemment des consultations dans le système de soins, mais et puis une autre part non négligeable, c'est évidemment la situation de handicap. Voilà. Et probablement pour compléter un peu ce qui a été dit par Émilie et par d'autres, une des interfaces importantes pour les personnes dans la violation de leurs droits et dans les discriminations qu'elles peuvent rencontrer, c'est la saisine du défenseur des droits, qui peut se faire de manière automatique sur Internet, mais aussi par le biais de son correspondant sur place dans les départements. Il y a un correspondant du défenseur des droits qu'on peut aussi aller voir en cas de méconnaissance des droits, et notamment d'une discrimination, puisque les deux chefs les deux occasions de se retourner vers le défenseur des droits, c'est le mauvais fonctionnement du service public ou bien une discrimination. Et je compléterai aussi en parlant des discriminations systémiques, parce qu'on a l'impression que les discriminations sont des discriminations personnelles faites à un individu au travers d'un refus de biens, d'un refus de service ou d'une attitude discriminatoire, mais il y a aussi des discriminations systémiques. Et par exemple, le défenseur des droits a été amené à estimer que en Seine-Saint-Denis, la non-fourniture d'un certain nombre d'équipements causait une discrimination systémique, le sous-équipement en termes de soins, en termes d'éducation, a été stigmatisé par le défenseur des droits comme une discrimination systémique. Et parfois, il peut être intéressant d'avoir cette approche-là pour un groupe de personnes, parce que du coup, on peut mobiliser ce groupe pour essayer de protester contre ces discriminations. On l'a vu assez récemment aujourd'hui, par exemple, dans la maladie du rein ou dans les dialyses, un certain nombre de personnes sont refusées où on leur impose un certain nombre de précautions qu'on n'impose pas à d'autres malades. Donc, il y a des occasions parfois d'aborder les discriminations aussi sur leur aspect systémique. Voilà, après, Émilie l'a dit, tout un tas d'attitudes, tout un tas de services nouveaux, tout un tas de missions associatives existent pour tenter de réduire ces discriminations, tenter de les pallier et de faire en sorte que les gens aient accès aux droits. Mais probablement, ça n'est pas suffisant. En tout cas, l'Observatoire des discriminations, qui est celui de France Asso Santé, l'Observatoire qui est aussi celui du Défenseur des droits, ne cesse d'alerter sur la persistance de ces discriminations dans notre pays.
Merci, merci Christian. Tu fais la bonne transition avec la question suivante et notamment en fait les actions mises en œuvre par les associations, en particulier les trois en fait qui sont aujourd'hui dans le tour de table en matière de lutte contre les discriminations. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être que Anne-Sophie, vous voulez débuter cette présentation. Alors, je crois que Anne-Sophie a un petit problème technique. Ah, elle a disparu. Je crois qu'Anne-Sophie nous disait qu'elle avait un problème de caméra. Peut-être qu'Émilie, alors, voulait prendre le relais le temps qu'Anne-Sophie nous rejoigne. D'accord. Bon, bah, je veux bien prendre le relais. Alors, comme dit nous à l'association, on va travailler plus sur certains critères en particulier, notamment clairement le critère de l'origine, le critère de la langue aussi, qui est un critère relativement récent, hein, qui est rentré dans le code pénal en 2017. Et comme ça a été dit par d'autres intervenants, souvent aussi on voit qu'il n'y a pas un seul critère qui est mis en jeu, mais c'est un cumul de critères, notamment aussi la question de la précarité, la question du sexe. Donc nous, on va travailler plus sur ces types de discrimination-là. Et on a fait aussi le choix de faire un travail en direction des professionnels et des bénévoles associatifs, plutôt qu'un travail directement en direction des usagers. Pourquoi? Eh bien parce qu'on dit qu'effectivement, ce qu'on va viser, c'est un changement des pratiques, et donc c'est bien d'aller voir les premiers concernés, à savoir les professionnels. Et puis, l'autre élément, donc pour qu'ils puissent réfléchir sur leurs pratiques, leur manière de faire et voir ce qui peut être modifié. Mais aussi parce que les professionnels, eh ben, souvent, c'est des témoins très intéressants de pratiques discriminatoires, plus même qu'un usager. Parce qu'un usager, s'il n'a pas accès à un rendez-vous, il ne sait pas forcément pourquoi. Il ne sait pas si c'est parce qu'effectivement, les délais sont très longs parce que le professionnel est surchargé, ou si c'est parce qu'il a été victime de discrimination. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que les professionnels de santé, souvent, ils savent très bien qui accepte, par exemple, la C2S et qui n'accepte pas. Et du coup, ils vont directement orienter leurs patients plutôt vers des professionnels dont ils savent qu'il va y avoir un rendez-vous derrière. Donc, c'est pour ça qu'il nous semble très important de pouvoir travailler avec les professionnels qui sont souvent témoins. Les professionnels du social aussi, qui essayent de prendre des rendez-vous, sont des témoins particulièrement intéressants sur cette question des discriminations. Et par rapport à ce qu'a dit Christian et qui est très important également sur l'aspect systémique, c'est vrai que c'est aussi intéressant de pouvoir outiller les professionnels pour ensuite qu'ils puissent faire remonter à leur hiérarchie ou à l'ARS, etc., que finalement un certain nombre d'enjeux systémiques vont avoir pour conséquence des discriminations. Donc ensuite, la manière dont nous on travaille, on est beaucoup plutôt en amont sur la sensibilisation, la formation, de ces professionnels et bénévoles de la santé et du social, d'abord pour qu'ils soient au clair, et effectivement, s'il y a une pratique discriminatoire de la part d'un collègue qui soit en capacité de dire ça c'est pas possible, c'est une discrimination, etc., pour qu'ils soient également plus en capacité donc d'identifier et puis de faire remonter les situations. Donc voilà vraiment nous ce sur quoi on va travailler, ce qui va nous permettre aussi d'avoir ensuite des recommandations pour prévenir et lutter contre les discriminations. Donc ce que je peux simplement vous dire pour terminer, c'est aussi qu'on a du coup conçu un guide sur qui s'appelle Vers plus d'égalité en santé. Donc vous aurez le lien tout à l'heure. Qui permet de regrouper finalement nos différents constats qu'on a pu faire sur la question des discriminations, les données de cadrage, des analyses de situation et puis également des pratiques inspirantes. Et on va faire une journée nationale sur la prévention des discriminations. Alors, vous avez un peu la primeur de la date parce qu'elle vient tout juste d'être fixée, qui aura lieu le 15 juin à Paris. Donc, vous aurez plus d'informations prochainement si ça vous intéresse. Merci Émilie. Brigitte, dans le cadre de vos fonctions à D2S, en fait, quelles sont les actions que vous mettez en œuvre en fait, contre... Alors, justement, je vous remercie. Cette matinée, en fait, pour nous, est très riche puisque nous, je ne vais pas leur dire, hein, nous, c'est vraiment l'accès au droit. Et notre banque de ressources, donc justement, ce site Internet qui regroupe toutes les démarches d'accès au droit, là, quand Émilie en parlait, ce que je pensais, c'était de l'étayer avec justement, puisqu'on s'adresse à tous les travailleurs sociaux. Hein, je rappelle que le site Internet est vu environ plus de 500 fois par jour et qu'on a 6000 travailleurs sociaux du Grand Est
qui se connectent à ce site internet. Et je pensais que ça serait peut-être bien, Émilie, qu'on justement le complète avec tout ce volet dont vous parlez et qui, donc, je pense, serait vraiment intéressant pour les travailleurs sociaux. Donc, je me permettrai de revenir peut-être vers vous et je remercie donc France Assos Santé de pouvoir nous permettre de compléter et d'œuvrer pour justement cet accès, ces renseignements qui sont importants pour nos travailleurs sociaux, pour nos partenaires, puis les accompagnants, bien sûr, de santé. Merci Brigitte. Au-delà des actions que vous avez décrites, et peut-être que Christian, tu pourrais nous éclairer sur les autres mesures en fait, qui nous permettent de lutter en fait, contre les discriminations. Je lisais en fait, là dans le chat qu'on pouvait évoquer également en fait, les conciliateurs de l'assurance maladie. Une question était posée en fait, par Françoise sur le rôle du médiateur de la République, notamment en matière en fait, de lutte contre les déserts médicaux. Comment on peut, en fait, à un moment donné, mettre en œuvre un certain nombre d'actions qu'autorise la loi? Sur les discriminations systémiques, je pense que probablement dans le monde associatif, on n'a pas assez vu les possibilités du défenseur des droits dans les affaires collectives. D'abord parce que on a reconnu en France le testing et on peut donc, au fond, quand on est une association, qu'on est confronté à 1 cas, 2 cas, 3 cas, faire des actions de testing pour vérifier justement qu'on a donné un rendez-vous à quelqu'un qui était dans une situation classique et qu'on a refusé un rendez-vous à quelqu'un qui était à la CMU, par exemple. Donc ça, c'est une manière d'apporter de la preuve. Il y a bien sûr le récit des faits qui sont proposés devant nous en tant qu'association, ce que les gens disent, les témoignages, mais il y a aussi la possibilité d'aller rechercher des preuves par le testing et de les porter devant le défenseur des droits. Et puis, il y a probablement aussi la possibilité pour les travailleurs sociaux, pour les professionnels de santé, tous ceux qui sont au contact des patients, la possibilité aussi pour les associations d'avoir une démarche collective, une démarche globale, parce que c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Bien sûr, on peut toujours apporter une solution individuelle à quelqu'un qui vous le demande, mais au fond, on a résolu quelque chose pour quelqu'un sans l'avoir résolu forcément pour les autres. Et c'est l'action collective qui permet de résoudre la situation des autres personnes, d'anticiper ces difficultés. Et ça, c'est extrêmement important de se mettre en mouvement. Alors, moi, je me plains beaucoup que dans le travail social, on fasse surtout du travail social individuel et très peu de travail social des groupes ou très peu de travail social communautaire, qui sont pourtant deux autres dimensions du travail social et qui permettent de mettre ensemble des personnes autour d'une question qui leur est commune pour essayer de la traiter ensemble, de la porter dans l'espace public, que ce soit celui d'une institution publique comme le défenseur des droits, que ce soit des représentants députés ou sénateurs dans une circonscription, que ce soit une agence régionale de santé. Ça a évidemment beaucoup plus de force quand on est ensemble pour dénoncer des discriminations et obtenir qu'elles cessent. Donc, je me souviens parfaitement que, notamment au tout début de l'épidémie de VIH, dans les cabinets dentaires, les patients avaient toujours les rendez-vous à la fin. C'était pas très très bon pour eux, mais c'était pas très bon pour les autres non plus, parce que ça veut dire que les règles d'asepsie étaient pas bien tenues et que probablement il n'y avait pas d'asepsie entre deux patients de la même manière que dans les blocs opératoires, on mettait les personnes séropositives à la fin. Ça voulait sans doute dire aussi que pour les autres, il y avait guère de sécurité sanitaire. Donc voilà, toute cette dimension collective me paraît une dimension extrêmement importante qu'on oublie probablement dans nos sociétés parce qu'on est tellement habitué à la dimension personnelle des choses, alors qu'on voit bien que ces discriminations, elles correspondent aussi, comme l'a dit Anne-Sophie, à des images que l'on se fait des gens, à des images que l'on se fait des personnes obèses, à des images que l'on se fait des personnes en souffrance psychique. D'ailleurs, moi-même, je dis ce mot souffrance psychique parce qu'on n'ose plus dire même santé mentale ou on n'ose plus dire folie. Discrimination aussi parce que il y a des dangers qui sont réputés ou en tout cas imaginés ou fantasmés sur telle ou telle maladie en termes de transmission.
ou de stigmatisation, mais vous voyez bien qu'une manifestation comme la Mad Pride, qui est la manifestation des personnes avec une difficulté de santé mentale, elle a du mal à trouver ce qu'on a pu connaître dans les années 80 et 90 autour du sida. Donc, il y a vraiment des tabous extrêmement puissants, des représentations sociales péjoratives dans nos sociétés à l'égard de certaines situations de santé qui font qu'il faut toujours penser à la dimension globale et collective. Si on veut aussi changer les représentations, je ne dis pas que c'est pas bien de régler la question de quelqu'un, hein, mais au fond, on l'a fait dans une espèce de secret, dans une espèce d'invisibilité. Et c'est quand on règle les situations collectivement qu'on pèse sur les imaginaires et sur les représentations collectives. Merci Christian. Anne-Sophie nous a rejoint à nouveau. En fait, donc, est-ce que vous pouvez, Anne-Sophie, nous dire en fait de quelles actions vous mettez en œuvre en matière de lutte contre les discriminations dans votre association? Alors, désolé hein, déjà pour la technique, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il veut pas travailler mon ordinateur. Alors nous et je suis plus que d'accord avec tout ce qui a été dit avec Christian évidemment. Nous, ce qu'on essaye de faire à pas mal de niveaux, c'est, enfin comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, c'est déjà, on a réussi à faire passer pour la semaine des Journées mondiales de l'obésité, hein, qui était le 3, 4, 5 mars dernier, un spot sur lequel effectivement on parle de l'obésité. Donc un spot télé calibré 25 secondes qui est passé à la télé justement pour pouvoir, alors qui est bienveillant, qui est non stigmatisant et qui montre effectivement que finalement on souffre de maladies et que l'obésité, alors ce que je disais tout à l'heure en propos, l'obésité pour encore malheureusement beaucoup de personnes, c'est un choix de vie. L'obésité n'est pas un choix de vie. Et je pense que toute maladie n'est absolument pas un choix de vie. Donc ça, déjà, j'ai envie de dire, faut bouger les mentalités. Et là-dessus, je rejoins complètement ce que disait Christian. C'est que travailler de façon individuelle, effectivement, il y a des choses où il faut déminer, il faut retirer les nœuds, etc. Mais là où on va avancer, c'est sur un point de vue complètement général. Et le général, pour moi, c'est au niveau national. National et parfois, j'ai envie de vous dire, européen, voire international. Parce qu'effectivement, les uns et les autres font que ça donne des pressions à droite à gauche. Nous, on a fait jeudi dernier, on a réalisé donc le 31 mars notre deuxième édition du colloque pré-présidentiel sur lequel on a expliqué, on avait plusieurs thématiques, dont la discrimination. On a parlé du soin, on a parlé du Covid, on a parlé de plein de choses. Et en fait, le CNAO a invité les 5 plus importants présidentiables. Dans les 5 plus gros présidentiables, il y avait les partis qui sont représentés en tête de liste. Hein. Vous aviez les principaux qui étaient là, soit en présentiel, soit en distanciel. Et la question était, demain, vous êtes élu président de la République, vous faites quoi sur l'obésité? En sachant qu'effectivement, il y avait la problématique de la discrimination, du refus de soins, de l'éloignement de soins, de la non-acceptation de cette différence. Alors évidemment, face caméra, face journaliste, en disant, attendez, c'est nous, associatifs, qui sommes en train de vous expliquer que c'est important pour notre société, que c'est important pour notre population, et qu'effectivement, nous, on est prêts à collaborer, à co-travailler avec vous, et on vous donne des pistes de ce qui nous semble être judicieux de porter et d'avancer. Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est très bête ce que je veux dire, parce que j'en ai des frissons partout, c'est qu'au final, même les gens qui travaillent sur l'obésité depuis plus de 20 ans dans la salle disaient, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu la problématique de la discrimination à ce point-là. Il dit, tu as été cherché dans le cœur des choses, et effectivement, on en était tous glacés de sang. Et on ne se rend pas compte à quel point ça a des impacts sur la vie des gens, sur la vie de la société. Donc, je pense que c'est travailler avec les uns et les autres, c'est capital. Travailler en collaboration, travailler en expliquant les choses, et puis en disant que le seul et unique objectif que nous avons, c'est la population. Il faut retirer les silos, et il faut être constructif et co-constructif, et arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Pour moi, la santé,
la santé en règle générale du terme doit être une grande cause nationale pour X raisons, pour les soignants, pour les soignés, et puis pour ceux qui, à un moment donné, vont avoir besoin d'être pris en charge. Merci Anne-Sophie. Tout à l'heure, Christian faisait état de l'usage du testing. En fait, est-ce que l'une de vos structures en fait, l'a déjà mis en œuvre? Non? Je crois que oui, pardon Anne-Sophie. Nous, on l'a fait il y a quelques temps, il y a quelques années. Ben, c'était effrayant. C'était véritablement effrayant. Et c'est là où effectivement on arrive à travailler avec quelques-uns des doyens de fac de médecine qui effectivement nous ont mis dans les formations de cursus initial sur les 4e, 5e et 6e années de médecine ou dans des DU ou des DIU. Mais effectivement, voilà. Mais on entend encore, et puis j'ai envie de vous dire, moi, avant d'être une présidente d'association, je suis une soignée. Mais même en étant encore une soignée, on entend encore des choses abominables. Et à chaque fois, vous dites, on croit que ça va glisser, mais ça glisse jamais. Et c'est ça qui est insupportable. Et là, on se dit à quel point on peut comprendre que certaines personnes ne veuillent plus se faire soigner parce que n'ont plus envie, alors j'ai employé un mot très fort, hein, mais n'ont plus envie de se faire insulter. Et ça, c'est intolérable. Parce que moi, effectivement, quand je me retrouve face à des soignants, alors, dans le milieu de l'obésité, ils me connaissent, hein, mais je leur dis, mais alors, on inverse les rôles. C'est moi le soignant et je t'explique comment moi et comment les gens qui sont atteints de surpoids et d'obésité vivent les choses. Et je leur fais en fait des espèces de jeux pas drôles sur effectivement ce que l'on peut vivre. Et là, ils me disent, c'est d'une violence, mais c'est d'une violence. J'ai dit, est-ce que toi, tu accepterais ce genre de choses? La réponse est évidemment négative. Alors, j'ai dit, ne le fais pas aux autres. Mais ça, les testings, j'ai envie de vous dire, on les fait sciemment et inconsciemment en permanence, hein. Alors, Christian Saout, avant de disparaître, on espère qu'il va nous rejoindre à nouveau, en fait, a fait état de l'existence d'un guide sur le testing en fait, qui a été publié par la 3D. Donc, il nous dira ce que veut dire l'acronyme en fait, quand il nous rejoindra. En tout état de cause, en fait, il est important de bien suivre en fait, une méthodologie qui est bien prescrite en fait, par la loi pour la réalisation des opérations de testing. Voilà. Donc, écoutez, merci Anne-Sophie pour le témoignage que vous nous faites. J'avais une question là. Donc, le temps que Christian nous rejoigne, imaginons en fait là que je suis victime en fait d'une discrimination. Je viens vous voir en fait. Enfin, quels sont les recours possibles? Comment en fait dois-je m'y prendre en fait pour la faire observer? Émilie, par exemple. Oui, alors il y a déjà plusieurs instances qui ont été citées. Donc déjà, il y a la question d'effectivement la possibilité de saisir le défenseur des droits. Donc ça peut être soit directement sur le site internet, soit en contactant un des délégués territoriaux, comme l'a dit Christian. Ils sont plus de 500 en France. Il y a également la possibilité, donc il y a un site internet maintenant dédié qui s'appelle antidiscrimination.fr. Une ligne téléphonique. Donc, c'est vrai que le défenseur des droits, c'est quand même une instance administrative indépendante qui est très intéressante sur la question des discriminations dans le domaine de la santé. Elle a été créée en 2012 et elle regroupe différentes instances qui traitent des questions des droits fondamentaux, en gros. Et du coup, notamment, elle regroupe ce qui était avant la HAG, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Donc ça, c'est une première instance qui est très intéressante et qu'on peut saisir. Et effectivement, c'est une instance qui va avoir aussi des pouvoirs d'enquête. Notamment, par exemple, si on dit « Ah oui, j'ai été refusée parce que j'avais la C2S », elle peut faire elle-même des testings. Ce qui évite aussi que ça soit à l'usager ou à une association de faire ces testings-là. Donc, c'est une première instance. Ensuite, il y a les conciliations des CPAM qui ont été effectivement citées, au moins dans le chat, qui sont quand même, voilà, la possibilité de saisir la médiation de la CPAM et ça vaut dépôt de plainte. Et puis, et on n'en a pas encore parlé, mais c'est quand même une instance importante sur cette thématique-là, c'est la question des ordres professionnels. Puisque si on est
sur une discrimination, on est sur un problème de déontologie. Et donc, c'est les ordres des médecins, les ordres des infirmiers, des dentistes, etc., qui doivent être sollicités sur cette question-là. Sachant que maintenant, dans la loi, il est prévu une procédure selon laquelle ensuite, il doit y avoir une commission de conciliation mixte entre la caisse primaire d'assurance maladie et les ordres professionnels. Il me semble aussi important de mobiliser les établissements, si notamment la discrimination elle a lieu dans un établissement de santé, et les commissions des usagers sont quand même aussi une référence. Et puis, même si voilà, c'est peut-être moins l'élément premier, mais la question des ARS reste aussi posée, puisque les ARS sont censés quand même être interpellés quand il y a des dysfonctionnements dans le système de santé. Du coup, je voulais en profiter juste pour revenir un petit peu sur cette discussion entre l'individuel et le collectif, comme si ça s'opposait, peut-être nuancer un peu ce point de vue-là. Je pense que déjà, en fait, on a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dépôt de plainte ou il y en a très peu. Et donc, quand on discute avec les ordres professionnels ou avec les CPAM, elles nous disent, oui, ben, en fait, il n'y a pas de problème de refus de soins puisqu'il n'y a pas de plainte. Donc, il y a aussi un enjeu à faire valoir des situations individuelles pour sortir de cette idée que finalement, les discriminations, il y en a très peu, c'est marginal, etc. Donc, effectivement, les études par testing, ça aide parce que ça vient déjà montrer que non, c'est pas quelque chose de marginal, mais le fait de pouvoir faire des dépôts de plainte, c'est aussi quelque chose d'important. Après, bien évidemment, oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait que c'est un combat collectif et ça peut pas être quelque chose d'individuel. D'abord, ça peut pas être, l'usager ou le patient est déjà suffisamment problématique, etc. Et en plus d'aller porter plainte, etc., c'est vraiment quelque chose de lourd. Donc là, les associations des usagers, elles ont un rôle particulièrement intéressant et notamment, elles peuvent venir assister un usager ou une usagère qui souhaiterait déposer plainte. Et effectivement aussi, on peut se dire qu'on va utiliser des situations individuelles pour faire valoir et faire changer les pratiques. Et sur les aspects collectifs, je reviendrai juste sur le fait que récemment, il y a Médecins du Monde, France Asso Santé et alors c'était encore et la Fédération des acteurs de la solidarité qui avait saisi le défenseur des droits sur notamment les plateformes de prise de rendez-vous en ligne où certains médecins affichaient directement sur les plateformes pas de CMU, pas d'AME, etc. Donc là, on voit bien que c'est illégal, mais quelque part, c'est accepté socialement, puisque ça peut même être affiché au vu et au su de tout le monde. Et donc, cette saisine qui a été faite du défenseur des droits, ça a permis finalement de faire avancer les choses. Et il y a eu une demande du défenseur des droits que ces plateformes aient 6 mois pour se mettre en conformité et que du coup, ce type de mention n'apparaisse plus. Donc, je pense qu'on n'est pas que sur des oppositions individuelles et collectives, mais qu'on peut penser les deux ensemble. Merci, merci Émilie. J'avais toutefois une question, parce qu'on reparle de dispositifs encore, mais là, voilà, moi je viens avec l'idée chevillée au corps d'avoir été victime en fait, d'une discrimination, à qui appartient la charge de la preuve, comment en fait, je dois en fait, construire mon action, vers qui je dois aller, en fait, quels sont, je ne sais pas si Christian est encore avec nous, en fait, je le vois écrire, en fait, s'il peut apporter en fait, sa contribution sur cette question en fait, de la charge de la preuve ou simplement en fait, l'un de vous, comment ça se passe? Alors, je crois que Christian n'est pas avec nous, donc peut-être Brigitte, Émilie ou vous, Anne-Sophie, dites-nous. Vous parliez du défenseur. Ah bah excusez-moi. Non, allez-y. Vous parliez du défenseur des droits, donc moi je voulais dire que lors de nos permanences à TDCAR Monde, effectivement, on rencontre souvent des exemples de personnes qui en souffrent de cette discrimination et le défenseur des droits a décidé de se joindre à nous une fois par trimestre. Donc il fera partie de notre permanence. Justement pour lutter contre ça. Et puis juste pour dire que j'ai aussi, alors là c'était dans mon activité précédente au sein d'un CHRS, été amenée à contacter l'ordre des médecins pour un monsieur
un vieux monsieur qui avait très mal dans la poitrine, qui avait été voir son médecin, mais qui était en cours de renouvellement de sa CMU à l'époque. Et le médecin a dit, vous reviendrez quand vous aurez votre CMU, qui sera activé, puisque là, c'était pas le cas. Il est revenu me voir au bureau pour me dire que voilà, mais il était tellement mal que j'ai appelé les pompiers et qu'en fait, il était en train de faire un infarctus. Donc, bon, des exemples, on en a, je pense, beaucoup. Merci. Alors, je crois que Christian, en fait, nous a rejoint. Christian, en fait, sur la charge de la preuve de la discrimination, comment ça marche? On est plutôt dans la preuve de non-discrimination de la part de celui qui a commis le fait. C'est surtout ça. Évidemment, ça ne dispense pas la personne qui vient se plaindre d'avoir quelques indices, comme selon la grille qui a été évoquée par Émilie tout à l'heure, ou enfin, je veux dire, il faut avoir quelques éléments convergents qui donnent le sentiment. Il y a une question là qui est d'ailleurs dans le chat de Bernadette qui demande si un employeur ne prend pas en compte le parcours d'un patient en chimo avec tout ce qui en découle, est-ce qu'on peut parler de discrimination? Il faut regarder exactement comment se pose la situation, mais les personnes malades dans l'entreprise ont aussi des droits, hein, notamment à avoir des aménagements de temps de travail, etc. Donc, il faut regarder si la demande a bien été faite. Alors, je sais que c'est extrêmement compliqué parce qu'évidemment, compte tenu de la stigmatisation sur certaines maladies, notamment quand on est une femme avec un cancer et les conséquences que ça peut avoir en termes de carrière, on n'a pas forcément envie de le faire savoir et de demander à bénéficier des droits qui sont les siens. Donc, c'est toujours extrêmement compliqué. Je dirais qu'il faut pouvoir attraper quelque part l'existence de motifs de discrimination, de mise à l'écart, voilà. Et qu'ensuite, si on va vers un juge, ça sera à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a pas discriminé. C'est une bataille très, très compliquée, évidemment. Mais il y a quelques affaires qui ont été jugées. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que c'est déjà difficile d'avoir été discriminé et de revenir devant les juges pour démontrer qu'on l'a été dans des procès qui ont souvent un caractère public. On n'en a pas forcément très très envie. C'est pour ça que j'ai dit et j'ai insisté tout à l'heure sur la dimension collective, qui est la seule manière aussi de protéger les personnes. C'est parce qu'on est ensemble, portant le même combat à plusieurs, que tout d'un coup, ça change la dimension des choses et qu'on se sent protégé par l'environnement collectif. On se sent protégé par le groupe et c'est un peu ça qui, bon, comme dans les batailles syndicales au fond, c'est parce qu'on est plusieurs ensemble que il y a aussi un mécanisme de protection par le groupe. Donc tout ça, il faut bien l'avoir en tête. Et la difficulté qu'on a dans les discriminations en santé, c'est que le fait de se battre contre sa propre discrimination en santé, ça veut dire évoquer son état de santé. Alors évidemment, on dira ça ne vaut peut-être pas pour les états de santé dont on voit manifestement qu'il est là, une personne avec un handicap physique, une personne, voilà, mais pour toutes les autres maladies qui sont souvent des maladies à stigmatisation, notamment en santé mentale, mais pas que, c'est quelque chose de évidemment difficile. Merci, merci Christian. Là, on a vu le panel en fait des dispositifs, la règle applicable, l'administration de la preuve. C'est quoi les sanctions en fait aujourd'hui? Comment sont punis en fait les auteurs de discrimination en fait? Quel est le régime à un moment donné prévu ou par les organisations ordinales ou par le juge pénal, voire par la réparation en fait le cas échéant? Alors, j'ai un peu recherché sur cette question-là pour la préparation de ce webinaire. J'avoue que c'est compliqué cette question des sanctions puisque aussi derrière finalement on a peu de situations aujourd'hui qui sont jugées. Si on prend le code pénal, une discrimination donc c'est un délit, c'est puni par la loi et c'est 35 000 € d'amende et 3 ans de prison. Et si la personne qui commet la discrimination est un agent de l'État, bah, ça monte à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Ça, c'est les peines maximum. Dans les faits, alors s'il y a des personnes qui nous suivent et qui ont connaissance en fait, de situations qui ont été jugées au pénal, je serais intéressée d'avoir les retours. Parce que dans les faits, il me semble pas que ce type de sanction ait été
appliquée au moins dans les discriminations dans le domaine de la santé. Après, effectivement, il y a la possibilité, donc quand les plaintes sont jugées au niveau des ordres professionnels, d'avoir des sanctions disciplinaires. Donc là, j'ai un peu regardé la jurisprudence de l'Ordre national des médecins. Donc, comme dit, il y a très peu de situations. Et les situations que j'ai pu trouver assez récentes, c'est par exemple un médecin qui va recevoir les personnes qui ont la C2S, mais qui va les recevoir que dans les établissements hospitaliers et pas dans son cabinet privé. Donc, s'ils appellent au cabinet privé, ils disent bah non, voilà, prenez plutôt rendez-vous dans l'établissement hospitalier. Donc, ça a été jugé comme discriminatoire. Là encore, le défenseur des droits était mobilisé sur cette situation. Et puis, ce médecin s'est vu appliquer un blâme. Voilà pour un exemple un peu de type de sanction appliquée. On a un autre exemple d'une médecin remplaçante qui a été jugée dans l'Isère sur une consultation qui s'est très mal passée puisque en fait c'était pour une patiente qui était voilée et donc la médecin a dit qu'elle refusait les femmes voilées dans son cabinet, qu'elle voulait plus de femmes voilées en France, etc. C'est quelque chose où en plus la patiente lui a demandé si elle pouvait filmer. Et la médecin avait répondu que oui. Donc là, on avait vraiment sur les éléments de preuve, il y avait tous les éléments. Du coup, cette médecin, s'est vue interdire d'exercer pendant 1 mois avec sursis. Voilà pour que vous ayez un peu une idée du type de sanctions actuellement sur les discriminations. Merci Émilie. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. J'étais en train d'écrire, je voulais dire aussi que j'ai vraiment des difficultés de connexion, je vous prie de m'excuser, mais la difficulté parfois, c'est que c'est pas toujours le médecin qui est aussi l'auteur de la discrimination, hein. On a vu notamment dans l'accès à un médicament récent qui était le Ronapreve dans la maladie du Covid, que le médecin avait prescrit, la pharmacie hospitalière avait délivré, mais il y avait 0 place en hôpital de jour pour pratiquer l'injection. Donc voilà, c'est parfois aussi, là pour le coup, on rentre dans une discrimination qui est systémique, hein. La discrimination n'est pas faite parce que telle personne a telle caractéristique, mais c'est à un moment, il n'y a pas la ressource dans le système de santé, c'est un médicament qui est injectable uniquement en hôpital de jour, hein. Donc voilà, le médecin prescrit, le pharmacien hospitalier délivre, mais il n'y a personne pour faire l'injection en hôpital de jour avec le contexte de sécurité qui est nécessaire. Donc voilà, il y a aussi, notamment avec la suppression d'un certain nombre de lits, des difficultés qui relèvent plus des aspects systémiques que des aspects personnels. Alors, ta question, ton témoignage, Christian, en fait, fait écho à la question que Henri pose en fait dans le chat. Est-ce qu'on peut envisager, en fait, à un moment donné, une action en discrimination, en particulier fait devant le défenseur des droits, dans les situations en fait, de déserts médicaux ou de territoires où l'absence en fait, de professionnels expose en fait, finalement en fait, les habitants à une situation de risque? Ah ben, moi, je pense que ça peut absolument être fait. Ça n'a pas été fait, à ma connaissance, mais ça a été fait dans le domaine de l'éducation, où on a effectivement reconnu qu'en termes d'équipements d'enseignement ou en termes d'équipements sociaux, le département de la Seine-Saint-Denis, puisque c'est lui-même qui a agi, a fait reconnaître l'état de discrimination systémique dans les équipements publics pour ce département. Donc, probablement, c'est une voie d'action qui pourrait exister pour les déserts médicaux. À ma connaissance, elle n'a pas été du tout engagée ni réfléchie, je pense. Mais bon, c'est aussi parce que dans notre monde, il y a d'abord le moment des témoignages, le moment de l'indignation. Ensuite, il y a un deuxième moment, c'est le moment du regroupement des personnes entre elles pour porter un combat. Et puis, après, il y a le moment où le combat devient plus aigu et on se saisit des éléments de droit ou des structures de droit pour le faire prospérer. Anne-Sophie, elle connaît bien ça. Jean-Michel, tu connais bien ça aussi. Il y a des sujets qui arrivent à maturité, entre guillemets, politique, plus tardivement que d'autres. Aujourd'hui, par exemple, c'est sûr que la question de la santé des personnes transgenres est sur la table, après que la santé des gays l'a été pendant un temps, et puis après-demain, ça sera probablement la santé des personnes intersexes. Donc, on sait très très bien qu'il y a des mouvements comme ça qui s'expriment aussi sur la longue durée, le temps que les mouvements se construisent.
Donc, probablement aujourd'hui, mais dans l'obésité, c'était pareil. Il y a quelques années, c'était le régime de la honte. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a évidemment des stigmatisations et des discriminations, mais on commence à en parler de manière plus ouverte, de manière plus affrontée, et peut-être qu'il y aura des saisines du défenseur des droits sur les aspects systémiques dans les mois ou les années qui vont venir. Je discute assez souvent avec des associations, et il y en a un grand nombre qui me disent « mais c'est déjà tellement difficile de trouver des personnes pour témoigner ». Donc, cristalliser le combat derrière, c'est encore plus compliqué. Merci. Alors, juste Jean-Michel, je me permets d'intervenir parce que en fait, le défenseur des droits a déjà été saisi sur la question des déserts médicaux. Et du coup, il y a une alerte qui a été faite dans son rapport d'activité 2018. Donc, je pense qu'effectivement, ces aspects systémiques que vous soulevez bien sont essentiels. Mais voilà, il y a déjà des choses qui sont faites. Pour compléter ce que dit Émilie, ce qui est difficile, c'est que les autorités indépendantes n'ont pas toujours des pouvoirs qui leur permettent d'aller aussi loin qu'elles le souhaiteraient. En l'espèce, ici, on est devant une autorité publique indépendante, comme la HAS, qui est aussi une autorité publique indépendante, mais qui n'a pas de pouvoir d'injonction. Comme la HAS non plus, d'ailleurs, on a été saisi, puisqu'il y a un droit d'alerte qui existe aussi auprès de la HAS, il y a peu de gens qui le savent, mais ce droit d'alerte a été exercé une dizaine de fois depuis qu'il existe. La difficulté qu'on a, autant pour la HAS que pour le défenseur des droits, c'est que nous n'avons pas, aucune des deux institutions n'a de pouvoir d'injonction. Dans l'affaire du médicament Ronapreve dont j'ai parlé tout à l'heure, nous ne pouvions pas donner une injonction à l'établissement de santé de dire libérer les lits en hôpital de jour pour faire les injections du produit. Voilà. Et il n'y a que le juge qui est en mesure de condamner ou de produire une injonction. Donc, ça pose la question probablement, dans des sujets comme celui-là, des pouvoirs d'injonction qui pourraient être dévolus à des autorités publiques indépendantes. Le sujet a été traité dans un rapport du Sénat il y a plusieurs années, où le Sénat regarde ces questions d'autorités publiques indépendantes et il dit qu'au fond, elles ne peuvent pas avoir qu'un magistère moral. Elles doivent avoir aussi des outils de sanctions, d'injonctions, de manière à ce que l'effectivité des droits, qui est la question essentielle, parce que sinon la reconnaissance des droits, les pétitions de droits n'ont pas de caractère obligatoire, donc il faut vraiment pouvoir agir de manière plus forte. Merci, merci Christian. Donc on peut très bien envisager, en fait, à l'instar d'ailleurs de ce qui s'est produit sur les questions environnementales, d'une saisine à un moment donné d'une autorité judiciaire, de sorte en fait à mettre en fait en demeure l'État d'intervenir sur la question des discriminations, et ça serait en fait à un moment donné un champ en fait ouvert à n'importe quelle association ou collectif en fait de pouvoir en fait agir dans ce sens. Oui, c'est probablement une solution de demander à l'État d'intervenir et éventuellement aussi de contester le refus d'intervention de l'État devant un juge, mais avec un motif de droit sérieux. Et le motif de droit sérieux vers lequel on se retourne, c'est toujours l'alinéa 11 du préambule de la Constitution sur la nation garantit la protection de la santé. Et donc, il faut que quelque part... on administre la preuve devant un juge, en l'espèce ici le juge administratif, si c'est un refus d'action de la puissance publique. Mais je n'ai pas vu non plus qu'en matière de désert médical, par exemple, une association ou un groupe de citoyens ait saisi une agence d'agir et que devant le refus d'agir de l'agence, ils aient saisi un juge administratif. J'ai pas vu ça non plus. Donc, mais probablement parce que peut-être qu'on a aussi dans le domaine de la santé une certaine gêne à l'égard du procès. Mais il faut quand même se souvenir que le combat pour la sécurité sanitaire, c'est un combat qui a été remporté par des victimes qui se sont plaints devant le tribunal à titre personnel de la situation qui leur a été faite, et nous leur devons une dette extrêmement importante de mobilisation sur la sécurité sanitaire. Notre pays n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces procès sur la sécurité sanitaire dans les années 90. Donc, certes, les déserts médicaux continuent à progresser, mais peut-être nous ne prenons pas non plus les bonnes voies pour essayer de les résoudre.
Merci Christian. Dans les témoignages que vous nous avez apportés tout à l'heure, vous faisiez état les uns et les autres du très faible nombre de situations identifiées en matière de discrimination ou dans la jurisprudence ou auprès des organisations ordinales. Qu'est-ce qui explique selon vous en fait ces freins des victimes en fait à aller à un moment donné vers la dénonciation des situations de discrimination et leurs sanctions? Pourquoi c'est très faible? C'est difficile de se plaindre de quelqu'un qui vous soigne. Alors c'est plus facile de se plaindre de quelqu'un qui vous soigne pas parce qu'il n'y en a pas, mais se plaindre de quelqu'un qui vous soigne, c'est extrêmement compliqué parce que les ressources sanitaires sont aussi des ressources rares, notamment dans les maladies dites rares, par exemple. Vous avez des centres de référence qui sont pas toujours très nombreux et au fond, vous avez qu'une seule porte parce que c'est le centre de référence de traitement de la maladie. Et vous pouvez pas switcher vers un autre, soit parce qu'il est à 500 km de chez vous ou à 800. Hein. Dans une maladie que je connais bien, il n'y a que 2 centres de référence en France, un à Paris et un à Lyon. Donc, si vous n'êtes pas bien traité à Paris, il faut dans ce cas-là aller à Lyon, quoi. Sinon, voilà. Donc c'est ça, c'est aussi assez compliqué. On est au cœur aussi d'une relation humaine où on n'a pas toujours forcément envie ou la capacité d'engager le faire parce que votre destin de survie dépend aussi de la personne qui est en face de vous, même si vous n'êtes pas super bien traité, même si vous êtes discriminé, etc., etc. C'est compliqué. Enfin, c'est une des raisons qu'on peut voir. Hein. Les autres, Brigitte, oui. Alors, je pense aussi que les personnes, alors là je parle à ATD Quart Monde, qu'on reçoit, qu'on accompagne, sont déjà tellement enlisés dans des problèmes d'argent, de manger au quotidien, de chauffer, de dettes, de tout ça, qu'en plus, aller leur demander d'entreprendre des démarches, de porter plainte. Ça demande un sacré accompagnement, je pense, pour vraiment que ces personnes aillent au bout de leur démarche, parce qu'il y a tellement de problèmes en plus que ce n'est pas leur priorité, je pense. Alors que la santé devrait l'être, mais il y a plein d'autres choses, hein, leurs enfants. Merci. Anne-Sophie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Alors, complètement d'accord avec évidemment tout ce qui a été dit précédemment. Je pense que effectivement, il y a est-ce que j'ai la force de me battre ? Il faut déjà que je me batte contre ma maladie. Est-ce que j'ai aussi la force de me battre contre le système ou contre les sachants, les soignants, qui de toute façon savent plus que moi et dont j'ai besoin. C'est ce que disait Christian tout à l'heure. J'en ai besoin. Donc et j'ai pas envie et j'ai pas les moyens de me passer de ça. Et après, moi, j'ai envie de vous dire, il y a une chose qui me paraît aussi essentielle, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations et de communication sur ce que les gens peuvent faire et ce à quoi ils peuvent avoir accès. Alors, je ne sais pas si je suis très claire dans mon explication, mais si les gens se disaient, finalement, dans mon process de soins, ça doit se passer de telle façon, et puis si ça ne se passe pas de telle façon, quels sont les pouvoirs d'action, mais que ça soit commencé par moi, et puis après, effectivement, on élargit les cercles. Mais il y a le poids, et c'est marrant parce que je repensais aussi à quelque chose. Moi, évidemment, je suis d'une autre génération que mes parents. Mes parents me disaient, mais Anne-Sophie, on ne se rebelle pas contre un médecin. Je dis, c'est pas la question de se rebeller. La question, et alors là, j'étais dans la pertinence et la qualité, c'est qu'effectivement, c'est pas parce que c'est un soignant ou que c'est une autre profession, hein, entendons-nous bien, qu'il a la pertinence et la qualité. Et ceci étant, il y a ce que moi, je vais pouvoir faire, ce que moi, je vais pouvoir travailler et être un pouvoir d'action qui est quand même capital dans les soins, et puis ce que j'attends aussi en face du soignant. Et ça, effectivement, c'est une éducation et c'est de l'information. C'est-à-dire que ce n'est pas tout chez l'un et rien chez l'autre, mais d'un autre côté, il y a ce travail collaboratif qui doit se faire impérativement avec le soigné et le soignant, mais pour ça, il faut aussi avoir le mode d'emploi. Parce que si vous n'avez pas le mode d'emploi, vous ne savez pas sur quoi vous marchez. Et puis, il faut avoir la force et il faut avoir l'envie d'aller s'acculturer sur le sujet en se disant, voilà,
Je peux aller voir, je peux aller chercher, etc. Mais là où effectivement, et ça va aller que en s'aggravant malheureusement, c'est la désertification médicale, où là, ça va être un énorme souci, c'est qu'on va faire de plus en plus de téléconsultations, mais des téléconsultations qui doivent excéder plus de 2 minutes. Alors là, c'est l'expérience perso que j'ai testée il n'y a pas très longtemps, en urgence, où finalement, le tarif de la consultation a été version plus pour 2 minutes bâclées. Donc, voilà, il y a plein de paramètres à donner en ligne de compte, mais là où je suis complètement d'accord, c'est on a, je pense, trop mis la santé de côté, la santé au sens très large du terme, c'est-à-dire les soignants et les soignés, et que tu dois être une priorité nationale. Enfin, je reviens là-dessus, je suis un peu monomaniaque, mais on ne peut pas faire que de l'aspect comptable sur la santé. On aura d'autres pandémies, on aura d'autres problèmes. Et au-delà de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit encore sur le Covid, on a eu des retards de diagnostic parce qu'il a fallu soigner en urgence, ce qui était évident, les gens qui devaient arriver en réanimation. Et là, les obèses, parce que nous, on l'a vécu aussi en termes de discrimination, 47% des gens qui étaient en réanimation, c'était nous. 40% des gens qui occupent la morgue, c'est nous. Et au final, on s'est quand même entendu dire ma mère, ma grand-mère ou mon frère n'a pas pu accéder à la réanimation à cause de vous, les obèses. C'est quand même juste abominable d'entendre ce genre de choses. Et on a des gens qui ont été dans des retards de diagnostic parce qu'effectivement, malheureusement, le système de santé est saturé. Et on a des soignants qui démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils disent finalement, je sais que le métier est dur, mais au final, est-ce qu'on nous donne les moyens ? Là, ils sont dubitatifs. Donc voilà, il y a de l'humain aussi là-dedans. Je pense qu'il faut remettre aussi de la valeur, mais pour tout le monde, et se dire que ce que font les soignants, et il est capital, mais les soignés doivent aussi prendre leur connaissance et leur pouvoir d'action sur le sujet. C'est un travail d'équipe. Je suis désolée, je me répète. Je pense que c'est l'âge, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Merci Anne-Sophie. Alors vous avez dit les uns les autres qu'il y a une notion importante qui est celle de l'accompagnement en fait de la victime, notamment en fait dans les démarches en cas de discrimination. On a un certain nombre de représentants d'usagers qui nous écoutent, qui sont inscrits au séminaire d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça peut être un des rôles dévolus en fait aux représentants en fait de l'usager que d'accompagner en fait la victime en fait d'une discrimination? Est-ce que vous pensez qu'il faut en fait leur fournir des outils pour repérer en fait ces discriminations, le cas échéant les dénoncer, par exemple une commission des usagers des établissements de santé? Est-ce que c'est à un moment donné un des apports en fait que la loi doit apporter en fait à leur mission? Christian, peut-être? Est-ce que c'est un rôle pour les représentants des usagers d'accompagner les personnes? Moi, je crois que oui. Pour l'instant, ça n'est pas une obligation, c'est une possibilité qui est offerte, notamment dans les MDPH, par exemple, devant les commissions d'accès. Les personnes peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix qui peut être un représentant associatif. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, on change d'échelle, quoi. Ça veut dire aussi que du point de vue de la puissance publique, on reconnaît ce rôle particulier des représentants d'usagers, comme on a reconnu le rôle de délégué du personnel ou de représentant syndical dans les entreprises, et qu'il faut bâtir une stratégie nouvelle en se disant, voilà, il faut que face à un état de faiblesse qui est causé par la maladie, causé aussi par ce que la personne a subi, non seulement elle a la possibilité de se faire assister, mais si elle le demande, elle doit pouvoir trouver quelqu'un pour le faire. Alors, il y a des avocats qui font ça très bien, mais probablement tout le monde n'a pas forcément envie de recourir à un avocat, et je pense que ça peut être, moi je pense que dans les associations, les gens sont des plaideurs, et que c'est ça leur rôle, et qu'ils doivent pouvoir assister. Alors, on n'a pas encore évoqué cette question-là dans les perspectives nouvelles de la refondation de la loi de 2002, comme certains le souhaitent. On verra ce qu'il y aura dans le rapport d'Emmanuel Ruche, le président de la Conférence nationale de santé, mais c'est un point très important qu'il faut toujours penser, qui est la force injuste de la loi, comme disait
le président Mitterrand et des choses qu'il faut mettre en place pour compenser la force injuste de la loi. Et probablement, dans la défense des personnes, devant des commissions, devant des institutions, il faudrait pouvoir admettre, alors on l'a peu fait, on l'a fait pour les MDPH et les commissions d'accès, on l'a fait dans le cadre de ce qu'on appelle les directives anticipées à l'hôpital, on l'a peu fait pour le reste du système de santé, et je pense que c'est probablement quelque chose à réfléchir. Merci Christian. Émilie, Brigitte, dans vos structures, en fait, où la notion d'accompagnement est déterminante, vous l'avez dit, en fait, notamment parce que l'ordonnancement des priorités, en fait, ne met probablement pas la santé, en fait, au premier niveau. Quels sont les dispositifs que vous avez mis en œuvre, en fait, pour accompagner les victimes? Alors, juste une petite précision, Migration Santé, nous, on n'accompagne pas directement des personnes, puisqu'en fait, on va plutôt travailler avec les professionnels, sachant que d'une part, on va proposer de l'interprétariat. Donc, l'outil d'interprétariat, pour nous, c'est vraiment de permettre une égalité d'accès à la santé pour des personnes qui ne parlent pas le français, parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas d'interprétariat, eh bien la personne, comment on obtient le consentement éclairé, comment est-ce qu'on peut informer correctement les personnes, et puis même comment est-ce qu'on peut entendre leurs plaintes, leurs demandes, etc. Donc voilà, donc nous on a cet outil-là d'un côté, et puis de l'autre, on va vraiment travailler avec les professionnels, mais on n'accompagne pas directement les publics. Par rapport à tout ce qui a été dit autour de justement la difficulté d'aller déposer plainte, notre idée aussi, c'est que finalement, au niveau des professionnels, il y a aussi la possibilité de saisir l'ordre professionnel ou de saisir le procureur, etc., sur certaines situations. Et puis, travailler avec les professionnels, c'est aussi ce qui va permettre de travailler sur toutes les dimensions systémiques des discriminations. Donc, voilà, nous, on n'est pas dans l'accompagnement direct des publics. Merci, Brigitte. Alors, à AD2S, nous non plus, on est dans vraiment l'accompagnement des accompagnants et des travailleurs sociaux. Par contre, à ADD Carmonde, on est sollicité, alors sur Nancy, à intervenir. À ADD Carmonde, il y a des militants, c'est-à-dire des personnes qui connaissent les difficultés de la ville et qui développent un certain dynamisme dont ils font bénéficier leurs pairs, mais il y a aussi donc des alliés, donc ce sont des personnes qui sont un peu plus qui ont des formations spécifiques, qui accompagnent ces militants, et ils interviennent à deux auprès des formations d'infirmières. Il y a aussi, je crois, à la fac de médecine, alors je ne sais pas si je pense peut-être Anne-Sophie ou Sorel le connaît, des cours des cours qui sont choisis par les élèves de l'école de médecine pour justement lutter contre ces problèmes d'accès aux soins des personnes précaires, tout. Donc ça, je crois que c'est sous forme de volontariat. Et là, les militants d'ATD Carmonde interviennent aussi auprès de ces formations. Je ne sais pas, peut-être qu'Anne-Sophie a l'air de connaître ce dispositif. Mais du coup, peut-être juste à AD2S, nous, ce qui va être mis en place, peut-être, c'est plus sensibiliser et informer, comme Émilie le disait, en fait, par la banque de ressources ou par la garantie santé, parce qu'on va directement informer les équipes d'accompagnants, en fait, former et sensibiliser. Ok, donc il y a la question en fait de l'identification en fait de la discrimination, il y a la question de l'identification en fait des acteurs en fait de lutte contre la discrimination que vous avez évoquée, que ce soit les professionnels ou les structures militantes et associatives. Et il y a ce nécessaire travail en fait qu'évoquait à la fois en fait Anne-Sophie en fait, et Christian avec les équipes soignantes pour pouvoir à un moment donné en fait aborder de manière peut-être en fait un peu moins frontale, mais concomitante la question en fait du changement des pratiques. C'est bien ça, Anne-Sophie? Oui, non, mais c'est exactement ça. En fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et évidemment, on se braque et puis on a tendance à envoyer à la sortie ce qu'on ne connaît pas et ce qui nous fait peur. Donc là, moi, je fais pas mal de cours, modestement de mon côté, sur les relations patients-médecins.
Et je me souviens une fois dans l'amphi, un jeune médecin me dit « Mais moi, les obèses, je n'en veux pas parce que de toute façon, je ne sais pas comment les soigner. Il me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. » Et alors, l'amphi de la Pitié-Salpêtrière, qui est juste un petit peu énorme, alors j'aime pas être au bout, hein, donc je me suis mis au milieu de l'amphi, je suis allée le voir, et je lui ai dit, est-ce qu'il y a une différence entre vous et moi, hormis la circonférence abdominale et fessier? Et il me dit, ben non. Ben, j'ai dit, donc en fait, voilà, j'ai dit, vous avez un humain à côté d'un autre humain. Et j'ai dit, après, les spécificités qu'on a, elles sont métaboliques. Donc, je dis, il faut vraiment apprendre à dire, bah, je ne sais pas. Et si je ne sais pas, je peux peut-être voir effectivement dans mon réseau comment quelqu'un plus à même que moi peut vous aider à avancer dans votre problématique de santé. Je dis, rien que ça, vous estimez le patient, vous le reconnaissez. Et le fait que vous disiez, je ne sais pas ou je ne peux pas, ne fait pas de vous un mauvais soignant, bien au contraire. Pour moi, c'est de la bientraitance et pas de la maltraitance. Et je pense qu'effectivement, là-dessus, il faut aider les soignants à appréhender les différentes différences qui existent, parce que plus on les connaîtra, plus on en aura fait le tour et plus on en aura finalement une sensibilité, mieux ça se passera. Et il n'y aura pas de braquage, enfin, c'est de la psy, hein, mais il n'y aura pas de braquage entre les uns et les autres. Et puis finalement, les gens se diront, bah, de toute façon, on ne peut pas tout connaître. Et les soignants, les soignés savent qu'on ne peut pas tout connaître. Mais rien que le fait de le dire, c'est déjà estimer l'autre et aller dans la pertinence et la qualité des soins de la personne qui a besoin d'être aidée le mieux possible. Mais ça, voilà, c'est un travail qui doit être fait dans la généralité, j'ai envie de dire, de notre territoire. Mais, alors, je vais faire ma militante une fois de plus, il faut qu'on nous file les moyens de le faire. Il faut qu'on les écoute pour pouvoir le faire. Et ça, c'est indispensable. Et puis, je reste assez convaincue que le petit mode d'emploi des patients donnés aux soignants et des soignants également donnés aux soignés serait une bonne idée aussi. Merci. Alors là, on a des RU qui nous écoutent, des militants en fait, associatifs qui sont aussi connectés. On doit être, je ne sais pas, il y avait une 60aine d'inscrits en fait, ce matin. Quels conseils vous leur donnerez en matière en fait, de mise en place de dispositifs pour lutter contre les discriminations? Je ne sais pas qui veut commencer. Émilie, par exemple. Alors, votre micro n'est pas ouvert, Émilie. Voilà, c'est bon là? Voilà, alors pour moi, il y a une première chose qui me semble importante dans le travail que je fais, les professionnels que j'ai l'occasion de rencontrer, etc., c'est de pouvoir sortir de ces logiques de déni ou de contournement. Parce que souvent, en fait, enfin, nous, on va travailler avec des personnes qui sont de très bonne volonté, de bonne composition, hein, des personnes qui sont vraiment avec très réfractaires et qui, de façon délibérée, font des discriminations et viennent pas à nos journées de formation et de sensibilisation, etc. Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est que les professionnels qui sont avec nous, ben, ils sont embêtés et ils sont aussi dans l'idée de d'abord, il faut trouver comment soigner les personnes. Ce qui est vrai et ce qui reste fondamental, etc. Mais du coup, cet objectif-là, eh ben, va prendre le pas sur le fait de pouvoir justifier et dénoncer et rendre visibles certaines discriminations. Donc, je pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les professionnels qui savent qu'il y a tel ou tel professionnel qui ne va pas accepter telle patientèle et qui, du coup, eh ben, oriente ailleurs. C'est vrai que c'est embêtant parce que c'est important de s'assurer que son patient va être bien soigné. Donc, si on peut orienter ailleurs, quelque part, c'est mieux. Mais ce serait important de pouvoir penser les deux en même temps. C'est-à-dire, d'un côté, pouvoir penser la continuité des soins, l'accès des soins, etc., de qualité, et en même temps, de dénoncer ces situations-là et de sortir de cette logique de contournement. Parce qu'il y a vraiment une logique de silence quelque part qui fait que même si on dit à un professionnel, mais vous pouvez aussi écrire à l'ordre et dire il y a tel problème avec tel professionnel, etc. Ils vont dire non, attention, il y a la confraternité. Donc ça aussi, de pouvoir sortir, de leur dire mais en fait la confraternité, c'est pas protéger un professionnel qui a des actes contraires à la déontologie. Voilà, là, je pense qu'il y a vraiment tout un travail pour sortir du silence,
pour mettre sur la table les situations de discrimination, comme c'est fait ce matin avec le webinaire. Tout ce qu'a dit également Anne-Sophie Joly sur la question des propos stigmatisants, mais qui sont tellement banals, et on va le retrouver pour différents types de problématiques. Du coup, là, de pouvoir mettre les choses sur la table pour pouvoir les travailler, accepter qu'on a un problème autour de ça, et puis déjà reconnaître cette problématique. Donc ça serait un premier point. Et le deuxième point, ça serait vraiment de ne pas rester seul avec cette question-là. Et ça, souvent, on va le repérer, alors que ce soit au niveau des patients qui vont se retrouver, se prendre tel propos du médecin ou tel refus, etc., puis qui vont se retrouver seuls avec ça et vont pas forcément savoir quoi en faire, mais aussi au niveau des professionnels, parce que, oui, ils peuvent être se sentir en difficulté ou par rapport à tout ce qui a été dit aussi sur les aspects systémiques, mais il y a vraiment aussi un sentiment de solitude et d'isolement qui ressort, et donc il y a un enjeu fort de mettre en réseau, de faire se rencontrer, etc., pour construire des dynamiques collectives autour de cette question des discriminations. Voilà, ça serait ça mes deux conseils. Merci Émilie. Qui de vous quatre souhaite prendre en fait sa suite? Moi, c'était peut-être aussi pour dire que les personnes qu'on rencontre donc à ATD, qui ont été victimes de discrimination en matière d'accès aux soins, eh bien, souvent on les rencontre une fois et puis après, ça part un peu, on les revoit pas. Et je pense que ce à quoi il faut qu'on s'attelle, c'est de les recontacter, de vraiment établir une relation, enfin, de ne pas les perdre de vue. Hein, parce qu'on a des exemples, mais après, bon, il y en a tellement qu'après, ça se disperse et puis on ne les revoit pas. Donc, peut-être vraiment continuer à les appeler puis à se revoir pour vraiment les accompagner dans leur démarche. Ne pas les laisser. C'est-à-dire ne pas lâcher le morceau, en fait, en militant, de continuer systématiquement en fait, à ramener ce sujet en fait, de la meilleure manière en fait, pour construire une stratégie avec la personne. C'est ce que vous vouliez dire en fait. Oui, parce que c'est vrai que ça va vite après à se dire bon, c'est fichu, puis voilà, j'arrête. Je pense qu'il y a des dimensions tout à fait nouvelles aussi il y a tous ces outils numériques nouveaux, les hashtags, etc., qu'il faut apprendre aussi à utiliser pour propulser des protestations dans le monde de la communication. Il y a aussi des aspects que vous pouvez mobiliser qu'on appelle ceux de la santé narrative, où on aide les gens à raconter leur histoire. Parce que effectivement, ils reviendront peut-être pas vous voir, mais si vous leur dites que jeudi prochain, si vous dites à une demi-douzaine de personnes, on se revoit ensemble autour d'un café pour raconter notre histoire, c'est aussi en multipliant ces récits, en les collectant, que ça fait œuvre d'imprégnation sociale. Et ça, c'est très, très, très important. Et puis, l'idée d'un point focal départemental ou régional, une espèce d'adresse email où on sait que tout est recensé. Alors, évidemment, ça demande aux différentes associations qui sont partenaires de mettre du temps de travail dessus ou du temps de militant, mais si quelqu'un dans une association a le temps et le goût de collecter autour des discriminations en santé, il y a un moment donné où, quand vous arrivez à 15, 20, 30, 40, 50 pages de récits, ça a un autre poids vis-à-vis des institutions que quand c'est une affaire. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment des outils importants qu'il faut avoir présents à l'esprit, les nouveaux outils de communication, la santé narrative, qui peut être une manière aussi de ramener les gens dans le souci d'eux-mêmes, au travers de raconter leurs histoires et de le raconter dans une ambiance collective avec plusieurs personnes. Et puis le point focal, moi je crois beaucoup à la création d'une instance départementale sur les discriminations ou les refus de soins. J'y crois beaucoup parce que je pense que pour nos concitoyens, tout est trop compliqué et que s'il y avait un point focal, ce point focal, il peut être tenu par une association pour le compte de l'ensemble des associations ou par plusieurs associations ensemble. Ça peut tout à fait être financé par la puissance publique dans le cadre de contrats de l'ARS avec les associations. Mais s'il n'y a pas à un moment donné un point focal, ça va être difficile pour les gens. Il faut se rendre compte aussi que quand on a une difficulté de santé, c'est très souvent parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement du système de santé. On ne sait pas s'y orienter. Et quand il n'y a pas ce point focal-là, c'est difficile pour les gens.
Oui, témoigner, c'est ce que nous disait Pascal Poupin dans le chat. Hein, c'est systématiquement en fait amener à un moment donné en fait l'histoire pour éclairer en fait finalement l'attention des pouvoirs publics et des populations ou du corps médical sur cette particularité que peut représenter en fait une minorité. Et Anne-Sophie, un conseil en fait à formuler à ces militants en fait qui nous écoutent. Alors, je suis évidemment raccord avec tout ce qui a été dit précédemment. Là, c'est exactement ça. Nous on remonte, enfin les patients nous remontent des informations à ce sujet-là. Et là, je vois la semaine dernière, il y a pile poil une semaine, voilà, quand on a la possibilité de faire des interviews et de relater les informations au niveau des médias, ça fait aussi bouger les choses. Parce qu'effectivement, alors après, j'ai envie de vous dire, la manière de le faire, c'est que faut relater les faits et il faut être force de proposition pour éviter de braquer tout le monde et que ça n'avance pas. Mais il faut dire les choses aussi. Et puis là, je vois à notre niveau, moi j'ai quelqu'un qui est en train d'écrire une thèse sur la discrimination de l'obésité et une thèse sur la discrimination des soignants sur l'obésité. Alors je peux vous dire que c'est un tsunami à ce niveau-là parce que c'est pas bien perçu, mais d'un autre côté c'est quand même aussi la réalité de ce qui se passe. Et après, pour pouvoir en sortir des solutions et avoir une porte de sortie qui soit bienveillante pour tout le monde. Donc je suis complètement d'accord avec ce que disait Christian, quelque chose au point de vue départemental, quelque chose qui soit plus intuitif, plus simple pour les gens, parce que sinon les gens n'osent pas et puis ils se disent bon bah voilà, mais finalement qui je suis moi pour pouvoir le faire. Et puis est-ce que finalement, alors là je vais vous parler évidemment de ce que je connais un petit peu qui est l'obésité. Les gens se disent de toute façon la société m'enfonce déjà tellement, donc en fait c'est forcément de ma faute. Et pour le coup, bah, j'ai envie de dire c'est la double, la triple, la quadruple peine. Donc et c'est dans ça où il faut pas rentrer. Donc on a besoin de tout le monde. Il faut retirer les peurs, il faut retirer les méconnaissances et de se dire que de toute façon, on peut y arriver, il faut y arriver et que ça passera par tout le monde. Merci. Alors, j'ai envie, parce que, de vous poser, moi, une dernière question et on abordera peut-être, s'il y a des questions posées faites dans le chat, les questions des participants. Mais voilà, on est dans un processus de renouvellement des instances en fait gouvernementales et législatives. Mois de juin, en fait, un nouveau gouvernement en fait arrivera. Mois d'avril, un nouveau président de la République. Imaginons que demain, vous êtes appelé à conseiller, qui c'est, le Premier ministre ou le ministre de la Santé. Quelle idée, en fait, si vous aviez à un moment donné une réforme en fait à suggérer, alors Christian en a déjà en fait ébauché une, mais les autres, si vous aviez une ébauche de réforme à suggérer demain en matière de lutte contre les discriminations, laquelle serait-elle? Émilie, peut-être? Alors, une seule, ça va être... On a le temps pour en faire plusieurs. D'accord. Non, ben moi je trouve que les propositions que fait France Asso Santé, les 20 propositions là, par rapport au présidentiel, elles me semblent très intéressantes et elles me semblent complètement participer à la lutte contre les discriminations. Notamment, je rejoindrai sur la question d'augmenter les moyens pour l'hôpital public. Ça me semble quand même une dimension extrêmement importante. On l'a vu, ou des professionnels en général, on l'a vu sur la question des déserts médicaux aussi, mais à chaque fois que finalement on n'a pas assez de moyens, eh ben oui, on va plus se retrouver dans des situations de sélection, donc il y a plus de risques. Il y a moins de temps aussi pour prendre du recul sur ces représentations, pour avoir le temps d'échanger avec les patients et les patientes. Donc du coup, sur cette question d'augmenter les moyens, ça me semble quand même un premier volet particulièrement important pour la lutte et la prévention des discriminations. Un deuxième point, alors il y a un chat, je ne sais pas si... Non, excusez, c'est mon chat, il est biélorusse. Je ne sais pas. Je vais couper mon son, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Ça fait une réaction de vive voix. Ça rend les choses humaines. Le deuxième point, ça serait l'idée d'avoir un régime unique de sécurité sociale avec un remboursement de 100% des dépenses de santé et sans dépassement d'honoraires
À partir du moment où on a ça, eh ben, on n'a plus de catégorie, donc on n'a plus ces questions de C2S, d'AME, de remboursement, pas de remboursement, et puis finalement d'évaluation de la patientèle aussi sur des possibilités financières ou l'absence de possibilités financières. Donc ça, sur les aspects systémiques, ça me paraîtrait aussi important. Il y aurait aussi plein d'améliorations sur les questions sur le recours aux droits et faire valoir les droits, mais ça, je pense que c'est trop technique et c'est peut-être pas nécessaire de l'aborder là. Mais un dernier point qui me semble important, c'est sur l'aspect formation. Comme ça a déjà été soulevé à plusieurs reprises, c'est vraiment avoir une politique de formation claire et beaucoup plus proactive, notamment sur les questions de relations soignants-soignés, sur ces questions de représentation, etc., pour pouvoir avoir une qualité de relation qui soit autre, pour que les propos qu'a cités Anne-Sophie, mais d'autres types de propos n'apparaissent plus, et puis pour vraiment améliorer la qualité de la prise en charge. Voilà, les 3 points. Merci beaucoup Émilie. Je ne sais pas, faites Anne-Sophie ou Brigitte. Brigitte, je vous écoute. Oui, donc moi je rebondis sur ce que vous avez, le travail que France Assos Santé a fait au niveau de l'égalité des droits. On est en plein dedans puisque nous on vient de négocier une garantie santé justement qui essaye de favoriser l'accès de tout le monde et aussi des personnes qui sont juste au-dessus des droits à la C2S participative. L'accès à la mutuelle pour tous, l'accès à la santé pour tous, sans différence en fait dans la qualité des soins, des prestations. Tout le monde a droit à une paire de lunettes de qualité, la même. Enfin voilà, c'est toutes ces prestations-là, qu'elles soient égales pour tout le monde et qu'il n'y ait aucune différence dans l'accès aux soins. Et nous, on a dans notre CA le collège des représentants, des personnes qui adhèrent à cette mutuelle. Et souvent, ce qui revient, c'est les dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires, leur prise en charge, c'est une vraie problématique. Merci. J'en profite avant de donner la parole à Anne-Sophie pour préciser que Esther et Benoît ont rajouté un certain nombre de documents dans le chat, notamment en fait, les 20 propositions de France Assos Santé dont on vient de parler. Merci à eux. Anne-Sophie, alors, j'allais dire la baguette magique, même si le terme ne s'y prête pas. Qu'est-ce que vous suggériez en fait, au prochain ministre de la Santé ? Alors, nous avons modestement mis en action, donc, voilà, ça, le colloque. Et en fait, on l'a compulsé dans un manifeste de 78 pages avec une trentaine d'experts. Donc, en fait, c'est sur notre site internet. Et puis, c'est surtout que, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, on a invité les 5 plus grands présidentiables à venir nous écouter parce qu'effectivement, sur ce coup-là, comme on avait déjà fait il y a 5 ans, on veut leur faire et on leur a fait des propositions sur lesquelles on les invite à nous écouter et à collaborer avec eux sur ce dont nous avons besoin. Parce que voilà, c'est pas que le CNAO, mais c'est le CNAO avec tout un tas d'experts de sociétés savantes, même d'interministériels. On a le CNA, le Conseil national de l'alimentation, qui a écrit aussi. On a même des gens de l'Union européenne qui ont participé au manifeste. Voilà, tout est là. Tout est là, il n'y a plus qu'à lire, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Et ça va être bientôt mis sur notre site internet parce qu'évidemment, le colloque s'est terminé jeudi soir, ce qui explique un petit peu ma voix à la Barry White, ou un peu besoin de repos. Mais j'ai envie de vous dire, c'est modestement du clé en main, il n'y a plus qu'à. Alors, je crois que Christian réclame le lien. On va le mettre sur le chat. Voilà, en fait. Dès que c'est mis, ouais, cnao.fr, dès que c'est mis en ligne, je pense que ça va être mis en ligne cette semaine. Parfait. Et Christian, tu as déjà fait l'ébauche d'une proposition. Alors, est-ce que tu as d'autres idées qui pourraient à un moment donné être suggérées en matière de lutte contre les discriminations? En fait, tu as parlé tout à l'heure en fait, d'un point d'ancrage départemental ou régional. En fait. Moi, des propositions, je ne sais pas si j'en ferai du côté de la puissance publique parce que y a plein de choses à dire.
Mais je vais le dire dans un livre que je publie bientôt, et puis le rapport d'Emmanuel Ruch va aussi arriver, donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses autour du sujet sur lesquelles on pourra rebondir. Moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est quand même la coordination interassociative. On voit la qualité des choses qui sont produites par les uns et les autres. Anne-Sophie vient de montrer le document du CNAO. Le document de Aide sur les discriminations en santé est aussi très remarquable. Le document de FAS est aussi très remarquable. Donc, je trouve qu'il y a un moment donné, voilà, il faut soit peut-être que l'interassociatif, s'il pouvait se réunir autour d'états généraux de la discrimination en santé, ça serait quand même, je pense, enfin, la parole de la société civile est toujours importante. Et je voudrais vous redire la leçon fondamentale que j'ai retenue du président fondateur de Aide, Daniel Defer, c'est que l'État ne fait jamais quelque chose que quand il est pris en tenaille entre la protestation et l'opinion. Donc voilà, c'est très très important que l'opinion générale s'exprime sur ce sujet. On est dans des choses qui sont des choses très très importantes, qui sont des choses de dignité humaine, qu'il faut avoir présent à l'esprit. On les aborde assez souvent du côté de la bienveillance ou du côté de la maltraitance. Évidemment, moins de maltraitance, c'est moins de discrimination. Mais on n'aborde pas suffisamment les choses du côté de cette discrimination, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le sentiment de commettre une discrimination au travers de leur comportement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à populariser, à dire et à expliquer, et revenir à des fondamentaux qui sont ceux de la dignité humaine, les remettre en haut de l'étagère, parce que après, sinon, on peut raconter discrimination, bienveillance, maltraitance, mais si chacun n'a pas présent à l'esprit les questions de dignité humaine dans le soin, ça viendra pas non plus. Donc, je pense que si on pouvait, entre associations, organiser les états généraux de la discrimination dans le soin, ça serait un niveau extrêmement important de prise de parole. Il faut le faire de manière collaborative, sans le sentiment qu'on humilie l'un ou qu'on reconnaisse plutôt tel autre. On sait faire ça aussi sur Internet avec des cahiers de doléances. Voilà, c'est un peu de travail, mais si on veut que la future loi santé prenne en charge un certain nombre de choses, il faut mettre ça sur la table. D'autant plus que on sait aussi qu'il y aura moins de discrimination s'il y a plus de temps dans le système de santé, s'il y a plus de temps soignant, parce que le manque de précaution dans l'écoute des gens, il est aussi parce que le temps soignant est un temps qui est de plus en plus rare, et qu'il faut aussi travailler sur l'autre aspect, qui est l'organisation du système de santé, ses moyens, et notamment ses moyens humains. Je vous renvoie à la lettre ouverte qu'a publiée la HAS la semaine dernière, sur une lettre ouverte à l'ensemble de la société, d'ailleurs, qui n'est pas qu'une lettre ouverte aux professionnels ou aux dirigeants, mais qui est une lettre ouverte à l'ensemble de la société sur l'avenir du système de soins. Merci Christian. Alors je regarde le chat où abonde un certain nombre de témoignages de satisfaction. Donc je veux dire qu'au nom et pour le compte de tous les participants à ce webinaire, je voulais vous remercier tous les 4, tous les 5 en fait d'être venus apporter en fait votre témoignage et évidemment en fait nous parler en fait de votre implication sur ce sujet qu'est en fait la discrimination en fait en santé. Je voudrais remercier tout particulièrement également les équipes, et dans les équipes, un acteur qui a été la cheville ouvrière de cette matinée, qui est Benoît Faverges, s'il pouvait se montrer, si la technique l'y autorise. Un très grand merci en fait à lui pour le travail qu'il a accompli. Voilà Benoît qui apparaît en fait, sur vos écrans. Un grand merci à lui pour le travail qu'il a accompli pour que cette matinée se déroule de la meilleure manière. Bravo et merci Benoît. Et avant de vous quitter, je voudrais en fait, partager avec vous 2 informations importantes. La première, c'est que la journée européenne des droits en santé en fait, se déroule cette année du 18 avril au 18 mai. Donc, en fait, la journée se déroule pendant 31 jours. On est chanceux. Donc, des actions en fait, seront mises en œuvre. Peut-être que vous-même aurez l'intention d'en conduire quelques-unes. L'équipe de France Asso Santé Grand Est se tient à votre disposition. Et le 5 mai,
se tiendra à Nancy les premières assises régionales des représentants d'usagers. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site grand-est.france-assos-santé.org. Voilà, cette matinée est maintenant terminée. Moi, je vous remercie d'y avoir participé. Et je remercie une dernière fois tous nos intervenants et je vous salue et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci, au revoir.